rebonjour. Alors, cette fois-ci avec Florent Genier, donc l'ingénieur Big Data qui a travaillé sur le projet. Nous allons vous présenter quelques résultats de recherche et aussi leur implémentation dans le moteur de recherche multimodal du projet. Alors, petit rappel, donc on a accès à un ensemble de photographies de l'ordre de quelques dizaines de milliers, enfin 90 000 photographies. Et une question qu'on s'est posée, qui a été un des objets du montage de ce projet, ça a été de comment mieux organiser et consulter ces collections. Alors en général, qu'est-ce qu'on a ? On est parti du postulat de départ au début du projet sur les attentes des utilisateurs, leurs attentes en matière de structuration. C'est être capable de mieux documenter une photographie en retrouvant des vues similaires qui, elles, étaient documentées par des métadonnées. Mieux structurer les collections qui ne sont pas forcément structurées et en tout cas qui, globalement, d'une collection à l'autre, ne sont pas structurées. En termes de consultation, c'était être en mesure de découvrir de nouvelles photographies, proposer des parcours de navigation alternatifs, dès l'instant qu'on s'intéresse à différents critères pour décrire ces données-là. Alors ces idées de départ ont été confirmées, leur intérêt a été confirmé. En fin d'année, on a fait un séminaire de clôture du projet auquel ont participé une soixantaine de personnes. Vous voyez d'ailleurs leur profil dans le nuage en haut à droite, essentiellement des archivistes, des gens des archives départementales, de musées. Et on leur a montré les outils, on leur a demandé quel était leur intérêt par rapport à ces outils-là. Et vous voyez un petit peu les réponses. Donc quand même, on a un assez fort intérêt sur les fonctionnalités qui ont été développées, avec la fonctionnalité qui prédomine, qui est assez classique, mais pour lesquelles on n'a pas encore de solution, on n'avait pas encore de solution parfaite, qui est mieux documentée une photographie en retrouvant des vues similaires qui, elles, possèdent des documentations différentes. Alors, à partir de là, organiser, consulter selon quels critères, quelles modalités. Vous connaissez certainement l'interrogation, la recherche par métadonnées. Donc Florence et Nathalie vous ont parlé des métadonnées qui étaient associées à cette photographie. Donc on s'est attaché à développer un moteur de recherche dans les collections photographiques qui exploitaient bien évidemment ces métadonnées. Un peu moins classiquement, bien que quand même ce soit un concept assez répandu aujourd'hui. Si vous allez sur Google Images, vous pouvez rechercher des photographies en tapant des mots-clés, mais vous pouvez aussi fournir au système une image en entrée, et le système va vous ramener des images similaires. C'est le concept de la recherche par contenu visuel sur lequel on va insister dans cette présentation. Et puis bien évidemment, si on est capable de rechercher par métadonnées, si on est capable de rechercher par contenu visuel, on peut combiner ces différentes modalités pour faire de la recherche multimodale. Dans cette présentation, donc on va essentiellement vous parler de recherche par contenu visuel. On va vous présenter la plateforme web de recherche multimodale qui a été mise en place, vous parler aussi d'usage des fonctionnalités qui ont été développées, en particulier pour les archives nationales, et vous montrer des exemples de recherche. Normalement, l'OISFI fonctionne, donc on va pouvoir vous faire une petite démo en live, et tout ça en lien avec la plateforme de restitution immersive, parce que je ne l'ai peut-être pas dit dans la présentation de départ, mais on a développé 2 plateformes qui interagissent l'une avec l'autre, donc à partir du moteur de recherche multimodale, on peut aussi aller voir injecter des informations qu'on va retrouver dans la plateforme de restitution, et évidemment après Mathieu vous en parlera davantage. Les travaux qui ont été menés ici ont été menés par le LASTIG en collaboration avec le LIRIS. Notamment derrière, il y a une thèse, la thèse de Dimitri Gominski, qui s'est terminée en fin d'année dernière et qui a consisté à travailler sur des méthodes d'apprentissage profond pour pouvoir mieux indexer par contenu visuel les collections photographiques du projet. Alors cette thèse a été co-dirigée par Liming Chen du LIRIS et par moi-même. On a aussi une post-doctorante, Margarita Koklova, qui a travaillé sur l'exploitation de différentes modalités, notamment des données vectorielles, pour améliorer l'indexation et la recherche d'images. Donc c'est un travail qui a été fait
sous la supervision de Nathalie Abadi, Li Mingchen à nouveau, et puis moi-même. Alors je l'ai mis entre parenthèses ici parce que par manque de temps, je ne montrerai pas de résultats à ce sujet. Ces travaux donc, ont fait l'objet de plusieurs publications que vous verrez à la fin, mais n'ont pas encore été intégrés dans le moteur de recherche. Les développements ont été faits côté élastique, donc par Cobdin Nguyen, et puis par Florent. Alors je reviens quand même sur quelques concepts de base. Qu'est-ce que j'entends par description et indexation par contenu des collections? Quel est le principe général? On a une photographie à gauche, et par des méthodes d'analyse d'image, de vision par ordinateur, d'intelligence artificielle, on va extraire des informations qui caractérisent le contenu de cette image, donc l'ensemble des pixels, selon différents critères. On peut s'intéresser aux couleurs, aux structures, à des détails, en particulier dans cette image, et tout ça, ça donne lieu à l'extraction automatique de caractéristiques visuelles qu'on va encapsuler dans un vecteur multidimensionnel, quelques centaines de dimensions en général, qu'on appelle un descripteur, une signature, un index. Dans l'industrie, on parle d'empreinte, d'ADN de l'image, des choses comme ce genre de vocabulaire. Moi, je vais plutôt parler de descripteur ou d'index. Et c'est cette information multidimensionnelle qui va représenter la photographie dans une collection. C'est-à-dire que quand on va vouloir rechercher cette photographie ou des photographies similaires dans une collection de photographies, on ne va pas passer par des mots-clés, des métadonnées, mais on va passer par ce vecteur multidimensionnel et on va essayer de retrouver des images qui sont caractérisées par un descripteur similaire à celui qui est ici. Donc c'est le principe de l'indexation par contenu. On décrit en recherche des photographies sans aucune exploitation des informations qui peuvent se trouver autour de la photographie. Alors, la difficulté qui a donné lieu à une thèse dans le projet, c'était le fait que les collections d'images sont dites intra- et surtout interdomaines. On a affaire à des collections multisources, différentes sources d'acquisition, puisque différents fournisseurs de données, multidates bien évidemment, et multivues. Là, c'est un peu un cas d'école, mais vous avez un exemple de la classe d'images Arc de Triomphe, où vous voyez différentes vues auxquelles on peut avoir affaire qui nous montrent l'Arc de Triomphe. Alors vous imaginez bien que mettre en place le fameux index, le fameux descripteur pour chacune de ces images et faire en sorte que ce descripteur soit similaire d'une image à l'autre, dans l'idée de se dire, quand je donne au système une image, il va être capable de me dire que les autres images lui sont similaires parce qu'elles représentent la même classe Arc de Triomphe. Vous imaginez la difficulté du problème. Ensuite, aujourd'hui, pour faire ce genre de technique, on travaille beaucoup sur des descripteurs basés sur le deep learning, l'apprentissage profond, et qui reposent évidemment, où un aspect clé, c'est l'entraînement. Donc il suppose qu'on a des bases d'entraînement. Alors des bases d'entraînement sur les landmarks, il y en a plein, les GAFA, notamment Google avec Google Landmark, en mettent un paquet à disposition. Alors évidemment, la première chose qu'on s'était dépêché de faire, c'est de tester les meilleures méthodes de description de l'état de l'art sur nos jeux de données. Et évidemment, c'était moyennement étonnant, on a constaté que les meilleurs descripteurs de la littérature ne fournissaient pas les performances attendues parce qu'on est sur des jeux de données qui ont une certaine spécificité qu'on ne retrouve pas dans les benchmarks du grand public qui sont mis à disposition par les GAFA. Donc à partir de là, il a fallu travailler sur des méthodes pour améliorer les descripteurs de la littérature, voire en proposer de nouveaux, partant du principe qu'on manquait de données d'apprentissage. Vous n'avez pas de jolies bases de millions de photographies qui ont les mêmes caractéristiques que les données du projet. Donc le travail de la thèse de Dimitri a consisté à proposer des techniques qui amélioraient l'état de l'art pour nos jeux de données. Alors ensuite, à partir de là, quels sont les paradigmes d'interrogation par contenu d'une collection ? On utilise en général le paradigme de la recherche par l'exemple. Le paradigme de la recherche par l'exemple, il consiste à dire « je donne au système une image en entrée, comme le fait Google Images. Le système, cette image-là est décrite par le vecteur multidimensionnel dont j'ai parlé. On interroge des collections photographiques décrites de la même manière et le système ramène, par ordre décroissant de similarité visuelle, des images qui correspondent en termes de similarité des descripteurs. Ça, c'est le paradigme de la recherche par l'exemple. C'est le paradigme le plus utilisé. On donne au système en entrée une image, il ramène des images similaires.
la plupart des scénarios qui travaillent en indexation d'images, les scénarios applicatifs, passent par ce paradigme-là. Donc on a travaillé à partir de ce paradigme-là, comme vous le verrez dans la démo tout à l'heure. Ensuite, quel descripteur on va utiliser? La littérature est extrêmement riche depuis les années 90 pour proposer des méthodes de description qui dépendent de ce que vous voulez faire, du cas d'usage. Par exemple, si on veut faire une recherche d'images au contenu similaire globalement, on va utiliser certains types de descripteurs qui vont nous permettre de dire, si je donne au système cette image en entrée, celle qui est en haut à gauche, le système va me ramener par ordre décroissant de similarité ce type d'image. On a voulu utiliser une description globale qui ramène des images similaires globalement, avec ici des ambiances de mer. Voilà. Mais indépendamment, évidemment, vous voyez qu'on n'est pas sur le même lieu géographique à chaque fois. On peut passer par d'autres types de descripteurs. Recherche d'images ayant des parties similaires. On peut rechercher des classes d'objets. Par exemple, je peux mettre en place un descripteur qui va essayer de me retrouver toutes les églises romanes dans ma collection d'images. On peut travailler aussi sur la recherche d'instances d'objets. Je vais rechercher les images du même quartier, de la même ville, du même monument. C'est ce qu'on vous montre à travers dans cet exemple qui est à droite. En haut à droite, on a mis une requête qui provient d'Internet, qui montre la ville de Chalon-sur-Saône, et le système, toujours par ordre décroissant de similarité, vous ramène des photographies des archives nationales et d'Internet qui montrent la même zone géographique. On peut aussi, par extension, rechercher des détails. Je recherche une sculpture particulière, un toit particulier, et ça, on peut utiliser le même genre d'approche pour répondre à ce problème. Alors, quels sont les descripteurs qui ont été mis en place dans le cadre du projet, essentiellement dans la thèse de Dimitri? Donc, on a travaillé sur des méthodes on a proposé une méthode de description globale. C'était l'exemple des paysages de plage que j'ai montré tout à l'heure. On a travaillé sur des méthodes de description locale d'instances d'objets. Aussi, on a permis au moteur de recherche qu'a développé Florent de rechercher, de faire un focus sur une partie de l'image. C'est ce que j'ai tenté de montrer en bas à droite, où à la souris, vous sélectionnez une zone de l'image requête et la recherche ne se fait que sur cette zone-là. Et on a travaillé sur des techniques aussi d'expansion de requêtes qui visent à améliorer la qualité du descripteur, qui n'est pas non plus magique et qui a aussi assez lacunes. Alors, sachant qu'on a essentiellement, on sait surtout les travaux de Dimitri et d'implémentation dans le moteur se sont quand même plus intéressés aux descripteurs locaux d'instances d'objets, puisque toujours sur la base du sondage dont je vous ai parlé tout à l'heure, lors d'une recherche, quel critère de recherche de métadonnées allez-vous privilégier? Évidemment, ce n'est pas très étonnant, ce qui arrive en premier, c'est la recherche par lieu. Et c'était aussi le critère qui intéressait le plus les partenaires utilisateurs du projet, être capable finalement de répondre à la requête que j'avais mise ici. J'ai une image qui me montre Chalon-sur-Saône. Je veux retrouver des images similaires, indépendamment du point de vue et de la date, qui me montrent la même zone. Donc pour répondre à ça, on travaille davantage sur des techniques de description locale d'instances d'objets. Et je vais laisser la place à Florent pour la suite. Il ne faut pas qu'on oublie d'enregistrer. Oui. Merci Valérie. Donc ici, vous avez un aperçu du moteur de recherche qui a été développé. Donc c'est une interface web qui va ensuite communiquer avec une partie serveur. La partie serveur est distribuée, ce qui permet en fait de pouvoir faire un passage à l'échelle. Donc à savoir que pour le moment, on a, comme disait Valérie, une base de quelques dizaines de milliers d'images. L'intérêt d'avoir une architecture distribuée, c'est qu'on peut passer à des bases de données beaucoup plus grosses sans avoir un impact énorme sur le temps de calcul pour faire les recherches. Donc ici, on peut faire des recherches avec des descripteurs locaux et globaux. On verra l'intérêt de pouvoir passer de l'un à l'autre lors de la démonstration. On peut faire des requêtes internes et externes, donc c'est-à-dire avec des images qui viennent de la base ou avec des images qui sont extérieures à la base. Et dans ce cas-là, le moteur de recherche va chercher donc toutes les images qui vont ressembler à cette image externe. Et comme le disait Valérie, on peut aussi faire des requêtes en faisant un focus sur une partie de l'image en particulier. Donc dans ce moteur de recherche, vous avez une première partie pour sélectionner l'image, avec l'image qui s'affiche pour pouvoir faire le focus sur une zone si on veut. Ensuite, vous avez une partie pour taper des métadonnées si vous voulez faire une recherche par métadonnées. Puis ensuite, les images vont s'afficher en dessous.
Donc une des fonctionnalités qui est encore en développement mais qui est assez intéressante à présenter, c'est la fusion des critères, donc c'est-à-dire la recherche multimodale. Donc il s'agit de s'intéresser à la fois à la recherche par contenu image et à la recherche par métadonnées et de fusionner ces deux techniques pour faire une seule recherche qui va prendre plusieurs critères en compte. Donc ce genre de méthode pose trois problèmes. Tout d'abord, on a besoin de pouvoir prioriser certains critères par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir vouloir faire une recherche à la fois sur du contenu image et sur les dates, mais en priorisant la recherche par date par rapport à la recherche au contenu image. Donc pour ça, on utilise des poids qu'on peut appliquer, que l'utilisateur peut définir pour chacun des critères. Ensuite, il faut savoir comment combiner ces critères, donc c'est-à-dire trouver un algorithme qui prend en compte le fait qu'on ait des poids et qui ensuite combine les critères pour faire un seul résultat. Donc pour ça, nous avons choisi l'algorithme TOP6, qui est un algorithme de l'état de l'art assez classique. Et enfin, il faut savoir comment calculer les critères avant de les fusionner, comment calculer les scores pour chacun des critères. Donc pour ça, on utilise actuellement des méthodes assez simples, donc d'égalité entre les attributs, sauf pour les correspondances géographiques, où là, avec le travail sur les métadonnées, on peut rechercher, on peut faire des recherches sur des correspondances géographiques, donc avec des inclusions géographiques ou des adjacences, rechercher des lieux qui sont côte à côte. Donc la base de données sur laquelle nous travaillons est une base de données de 54 000 images, c'est-à-dire qu'on a un sous-ensemble de la base de données initiale, avec 33 000 images qui sont documentées avec des métadonnées. L'intérêt d'avoir seulement une partie des images qui sont documentées, c'est de pouvoir montrer que la recherche par contenu image est décorrélée et ne s'appuie pas sur la recherche par métadonnées, et donc de pouvoir montrer l'intérêt de combiner les deux aussi. Donc les sources de ces images sont les archives nationales avec les collections LAPI et MRU, l'IGN avec la photothèque et le musée Fornieps avec l'archive Combier. Donc voilà un exemple de résultat qu'on obtient quand on fait des recherches par métadonnées. Ici on ne va pas faire de démo là-dessus car c'est une recherche assez classique finalement de base de données. Ici vous pouvez simplement voir comment les résultats s'affichent. On va pouvoir passer à la partie démo. Alors, on a reçu comme consigne de enregistrer cette partie. Je vais essayer de m'y retrouver avec QuickTime. Normalement, ça marche. Voilà. On n'enregistre pas l'audio, hein, c'est la vidéo. Ah, pourquoi il m'enregistre ça ? Ah, non, de l'écran, d'accord, je me suis trompée. C'est parti. Cliquez pour enregistrer tout l'écran. Bon, j'ai l'impression que c'est parti. Du coup, voilà. Je te positionne ici. Parfait. Donc on va tenter une première image. Hop là. Si je parcours, donc je suis déjà au bon endroit, parfait. Donc voilà, vous voyez l'image apparaître et donc je vais pouvoir faire une requête. Donc ici, on fait une requête locale, c'est-à-dire qu'on va demander au système d'aller regarder quelles images représentent, selon lui, le même lieu que cette image-là. Donc c'est-à-dire, ici, nous nous trouvons à Caen. Donc vous voyez les premiers résultats apparaître. Les autres... marche bien. Ouais, les autres devraient apparaître, j'espère. L'effet démo. Bon. Le cloud quelque part en région parisienne. Ouais. Bon, normalement d'autres images apparaissent. Je ne sais pas si on a les résultats. Ah voilà. Ah, ça arrive. C'était donc la faute du Wi-Fi. Donc vous voyez que l'image va nous retrouver d'autres images qui viennent de Caen. Donc on a bien ici, c'est l'Orne qui passe dans la ville. Et donc on a d'autres images qui ont été prises à différentes dates, de différents points de vue, mais qui représentent bien le même lieu. Donc ici, vous voyez que les requêtes prennent environ une dizaine de secondes. Donc on va vous épargner le temps d'attente à chaque fois. On a déjà précalculé les autres requêtes. Donc si je prends un autre exemple, hop, il était déjà calculé, c'est parfait. Donc là, on a pris une image. L'image qu'on a prise précédemment, c'était une image qui venait déjà de la base, donc qui était déjà présente. Ici, merci. On prend une image qui est extérieure à la base.
Donc imaginons que je sois parti en vacances dans une ville dont je ne me souviens absolument pas du nom et que j'ai pris cette photo. Si je veux retrouver la ville dans laquelle j'étais, je peux fournir cette image au système qui va me retrouver, grâce aux descripteurs locaux, des images qui viennent du même lieu. Et donc je vais pouvoir en déduire que j'étais à La Sénasse. Donc ici, c'est un exemple un peu particulier, mais ça peut aussi permettre à des systèmes, enfin à des organismes comme les archives nationales de trouver des métadonnées pour des images qui n'en ont pas forcément. Mais on verra cet exemple après. Donc outre les descripteurs locaux, on peut aussi utiliser des descripteurs globaux. Donc ici, on refournit une image de la base, une image de port, et donc ici, le système va trouver des images qui ne sont pas forcément des images du même port que celui qu'on a fourni, mais des images qui vont donner des lieux qui sont similaires. Donc on a par exemple le port de Royan, mais aussi le port de Boulogne-sur-Mer, le port de Bouc, et ainsi de suite. Et vous voyez que le système est assez intelligent pour nous donner des images de port et pas par exemple des images de plage en premier résultat. Quelque chose qui ressemblera assez, mais le système est capable de détecter qu'on a du bâti, qu'on a des quais, des choses comme ça, pour faire la différence entre ces deux choses. Hop. Donc je vais vous parler du fait qu'on pouvait utiliser le système de descripteur local pour propager des métadonnées. Donc typiquement ici, on a pris une image de la base de données qui n'a pas de métadonnées. Et donc en la donnant au système, on peut trouver que notre image a été prise à Chalindré. En comparant aux différentes images, on pourrait estimer avec plus ou moins de précision la date. On peut lui donner un titre. On peut même essayer de trouver à quelle collection ça appartenait en comparant au format des autres images. Troisième image. Et donc je vais vous montrer aussi, en cliquant ici, qu'on peut positionner, puisqu'on avait des images qui étaient positionnées géographiquement, on peut aller sur iTunes pour se positionner dans la ville où a été prise l'image. Et donc nous voici au-dessus de Chalindré. Hop là. Donc ce positionnement est le positionnement qu'on appelle précis au niveau de la ville. Vous verrez qu'il y a un positionnement encore plus précis qu'on va présenter après. Et donc, une dernière chose qu'on peut faire, c'est, avec toujours les requêtes locales, c'est trouver les redondances dans la base de données pour pouvoir faire un peu de structuration. Par exemple, ici, on a donné une image qui vient de Carrières-sur-Seine, et vous voyez que les 4 premiers résultats qu'on obtient sont des images identiques à la première qu'on avait, donc quelque part qui pourraient être considérées comme des doublons. Et donc ici, on peut repérer les redondances des images. Et chose encore mieux, quand on clique ici, on a un positionnement qui va être un positionnement précis. Donc Mathieu vous présentera après comment tout cela se fait, mais ici on a un positionnement où l'image a été vraiment remise là où elle a été prise. Donc vous voyez qu'elle se superpose bien au décor. Tu veux que je bouge un peu? J'y arrive. Putain. Voilà. Non, je vais faire comme ça plutôt. Ah, c'est un peu plus long. Hein. Voilà, pour vous montrer le positionnement 6D, position et orientation de la photographie dans la scène. Là, je me suis déplacée du point de vue. Vous voyez une petite pyramide qui part de la photographie en violet. Le sommet de la pyramide, c'est le point de vue, le point de captation de la photographie. Donc à gauche, on voit le géoportail aujourd'hui. Et on voit où a été prise la photographie de la même scène à l'époque. Ok. Merci, Florent. Alors je reviens et je termine rapidement. Vous avez préparé des screenshots en cas de problème et je les saute. Alors, avec les archives nationales, on a réfléchi aux usages que pouvaient avoir ces outils, dont on vous en a présenté une partie. Alors, pour plus de détails, je vous invite à consulter l'article qui s'apprête à être publié, qui est un article collectif à partir des gens qui ont travaillé dans le projet sur le moteur de recherche. Donc, dans cet article, vous avez tout le détail des cas d'usage. Ce qu'on a expliqué dans cet article-là, c'est que les usages en question des fonctionnalités que vous venez de voir, c'était bien évidemment identifier des vues et mutualiser des informations documentaires. Donc c'est aussi un usage qui
qui intéresse beaucoup le musée de Niepce et aussi tous les archivistes en général. Florent l'a un petit peu illustré dans un des exemples, être capable de dater si on compare des images retrouvées avec différentes datations, par déduction, par résonance spatiale, pour le moment manuellement, mais d'ailleurs ça pourrait être un projet d'aller mettre du raisonnement automatique dedans. On peut dater, on peut améliorer la datation de ces photographies, évidemment suivre l'évolution d'une zone, donc dans les sondages qu'on a fait avec le public qu'on avait interrogé, c'est un des critères, une des fonctionnalités qui est d'emblée énormément ressortie. Vous avez un joli exemple à droite avec le Vieux-Port de Marseille, où on a 6 photographies qui proviennent des différents fonds, IGN, Archives nationales, Musée Niepce, et qui montrent le Vieux-Port à différentes époques. Et ce sont des photographies que le moteur de recherche va être capable de retrouver et d'interconnecter. Un autre aspect aussi, peut-être plus nouveau, comparer des modes de prise de vue sur un site dans le temps, être capable d'aller voir dans une zone géographique les photographies qui ont été prises par différentes institutions, différents partenaires privés, et voir quelles étaient d'une époque à l'autre les modalités, les façons de photographier le territoire. Alors en conclusion, et je termine parce que je crois qu'on est très en retard, on a proposé des descripteurs par contenu qui améliore l'état de l'art sur les données Allegoria. On a mis en œuvre un moteur de recherche que vous avez pu voir, qui passe à l'échelle. Tout a été développé, là on l'a exploité sur 50 000 images, mais il a été développé pour passer à l'échelle en nombre d'images. Nicolas, on a parlé d'open data au début. On a aussi créé des benchmarks d'images pour les communautés de recherche de l'indexation et de la vision par ordinateur, auxquels vous pouvez avoir accès via le site du projet où se trouve aussi l'accès aux métadonnées. Dans les perspectives, évidemment, c'est un sous-ensemble de ce à quoi on a pensé, mais on a, en termes d'amélioration de la recherche par le contenu, les descripteurs qu'on a développés fournissent déjà des résultats intéressants, mais souffrent encore de lacunes, que personnellement, je pense qu'on va avoir du mal à réduire ces lacunes. Donc, une solution est de passer par de l'expansion de requêtes, qui est un sujet de recherche qui consiste à régénérer une nouvelle requête à partir des réponses obtenues dans un premier temps pour améliorer la recherche. C'est d'ailleurs un travail de thèse qu'on a commencé avec un doctorant, Émile Blétry, au LASTIG, en collaboration avec la ville de Paris. En termes de recherche multimodale, Florent vous l'a dit, la fusion multimodale a été développée à la fin du projet, mais pas encore bien évaluée. Il y a encore des choses à améliorer de ce côté-là. Et bien évidemment, ce qui vous avait été montré ici représente une preuve de concept, ça fonctionne, ça passe à l'échelle en nombre d'images. Maintenant, si je vous donne accès au lien et qu'on est 150 à se connecter dessus et à le tester, ça va pas marcher longtemps. Donc voilà, en fonction des futurs usages et des différents publics auxquels on peut penser, il y aura à envisager une montée en maturité de ces outils. Là, l'outil est accessible pour le consortium du projet, mais clairement pas pour le grand public. Je vous remercie avec une liste des publications.